Europe 1, 8h21, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach est à vivre, est à suivre également sur europe1.fr en vidéo. Il s'agit ce matin de Christian Eckert, député PS de Meurthe-et-Moselle et rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée. Vous avez été reçu avec tous les élus PS de Lorraine par Jean-Marc Ayrault. Bienvenue Christian Eckert, bonjour. Bonjour. Est-ce que le Premier ministre vous a convaincu ? Oui, le Premier ministre, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est mobilisé. On ne le sait pas d'ailleurs que depuis hier. C'est un dossier sur lequel on travaille avec lui depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il peut vous convaincre sur le fond ? La question n'est pas qu'il convainque les élus. La question, c'est qu'il mène à bien l'accord qui a été conclu avec Mittal, qui n'est pas parfait, mais qui présente un certain nombre d'avancées, et que tout ça soit suivi et mis en œuvre. Les plus modérés de vos collègues, M. Eckert, dénoncent un enfumage. Jean-Claude Bailly de Force ouvrière dit « on nous a bananés ». Et votre collègue PS de Moselle, qui était avec vous, Michel Lipcotte, a eu le sentiment de se faire entuber. Oui, mais il n'a pas dit qu'il s'était fait enfumer par Jean-Marc Ayrault. Il s'est fait surtout enfumer par Mittal. Et c'est malheureusement quelque chose dont on a l'habitude en Lorraine. Oui, mais M. Mittal est un industriel audacieux, d'après ce qu'on voit, qui ne déteste pas les profits. S'il s'en va, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'il y avait des profits que cette fois-ci il est désintéressé ? Est-ce qu'il ne croyait pas que justement les hauts fourneaux en question n'ont pas un grand avenir ? Le problème de Mittal, c'est qu'il joue au Monopoly, comme toute cette industrie maintenant multinationale. Il a des unités au Luxembourg, il en a chez lui, dans son pays, il en a partout dans le monde. Et il profite à chaque fois des dispositions, y compris fiscales. Il met des brevets au Luxembourg, il met des usines ailleurs. Il est malhonnête. Oh, écoutez, malhonnête serait peut-être un peu excessif. C'est pas à nous de dire s'il est malhonnête, c'est à nous de mettre en place. C'est à nous de mettre en place les mesures qui soient à la fois parfois fiscales, réglementaires, de façon à ce qu'ils ne puissent pas comme ça nous promener, surtout promener les salariés. Est-ce que votre pouvoir d'élu et de parlementaire, ce n'est pas de créer une commission d'enquête parlementaire pour entendre M. Mittal, par exemple, ou une mission d'information ? Pourquoi vous défilez ? Alors que, encore une fois, ce serait votre mission. Non, si on se défilait, on ne serait pas aux côtés des salariés, on ne serait pas à Matignon tous les 2 jours. Les élus, et surtout les élus lorrains, ne se défilent pas devant M. Mittal. On connaît l'histoire de ce pays, il faudrait remonter à loin. Il faudrait remonter au moment où M. Mittal a mis la main sur les unités en Europe et a joué avec elles et les salariés. Alors, comme pourquoi il le pas fait. Une commission d'enquête des parlementaires ? On sera bien avancé, c'est pas l'enquête qui va faire avancer la situation des salariés. Alors, Édouard Martin, la CFDT de Florange, figure symbolique de la lutte, s'est exclamé que les syndicats trahis ont maintenant 2 ennemis, Mittal et le gouvernement. Puis il a ajouté en direction du président de la République « Nous allons être votre malheur ». On comprend l'émotion et même la colère. Est-ce que c'est une manière de respecter l'Élysée ? C'est une manière de faire pression, c'est évident, mais il a eu aussi une intervention de François Hollande hier en fin de journée qui a clairement dit qu'il se portait garant de ce qui avait été l'accord entre Mittal et l'État français. C'est un engagement personnel risqué. Il est risqué, mais la question, une fois de plus, n'est pas le risque ou du président ou du Premier ministre. La question, elle est l'avenir des salariés, l'avenir des territoires. Mais qu'est-ce que ça changera, cet engagement ? Ça changera qu'il n'y aura pas de licenciement, de nouveaux licenciements en tout cas. Parce ça a été déjà dit. La Lorraine a déjà payé. Oui, et puis ça changera aussi que le projet Ulcos, qui est un projet non pas de production, mais qui est un projet de recherche et d'innovation, de construire un prototype, il faut le mener à terme. Donc vous y croyez toujours à Ulcos ? Mais moi, je crois à l'engagement du gouvernement pour remettre en ordre l'industrie en France. Les métallos de CFDT de Florange ont l'intention d'occuper les hauts fourneaux dès lundi. Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous les dissuadez ce matin ? Moi, je les comprends parce que je les connais, parce que je suis né à côté de Florange, parce que j'y ai travaillé pendant mes vacances pour payer mes études, parce que ma mère y habite encore tout près. Et je connais ces gens. Ces gens, ils sont venus à pied de Florange jusqu'à Paris. Donc, on peut comprendre leur colère, leur engagement. Et bien sûr, on est à leur côté tout en cherchant les solutions. Vous partagez les drames de la région, vous venez de le montrer, M. Eckert, vous les élus. Mais au lieu d'entretenir une sorte de mythologie nostalgique, pourquoi pas dire la vérité, que cette filière est condamnée et qu'elle est morte ? La filière n'est pas morte. On peut, par les projets de recherche d'innovation, le projet Ulcos, c'est
concilier la production d'acier et la protection de l'environnement. Ça serait formidable quand même d'arriver à faire mais ça. Mais c'est dans 5-6 ans, Ulcos. Oui, mais c'est quand même 600 millions d'investissements, c'est pas rien sur le territoire. Et d'ici là, dans les 5-6 ans, c'est de l'argent qui... Et d'ici là, il n'y aura pas de licenciement. Mais c'est dans le plan social. Alors justement, le nombre de chômeurs va augmenter de 40 000 par mois en France, donc à peu près 1500 chômeurs par jour. Tout le monde se focalise, si vous permettez, sur les 630 salariés de Florange qui seraient indemnisés, probablement reclassés, il n'y aurait pas de plan social, et ça, il faut y veiller. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme dit Jacques Attali, et d'autres économistes, par exemple Éric Le Boucher, ou tout à l'heure avec Bruce Elie Cohen, est-ce qu'il n'y a pas de disproportion ? Non, on ne peut pas en 6 mois régler une dérive industrielle qui date de 10 ans, voire plus même, soyons honnêtes. Il faut retrouver dans ce pays les moyens d'accompagner l'industrie. Il faut retrouver des filières, des politiques de filières. Il faut retrouver aussi la volonté, et c'était toute la question de la nationalisation, de l'État parfois d'investir, voire de prendre des participations dans des sociétés pour les protéger. Vous êtes favorable à la nationalisation dite provisoire qui sera définitive ? Ce à quoi je suis favorable, c'est qu'avec des moyens financiers de l'État, notamment celle de la Caisse des dépôts ou de la Banque publique d'investissement, on puisse à un moment donné être présent dans le capital des sociétés pour participer à la décision. Mais vous qui savez, M. Eckert, et depuis 40 ans, que l'acier lorrain n'est plus compétitif, que, comme le disait Éric Le Boucher sur Europe 1, la demande d'acier est en baisse, que les 2 hauts fourneaux sont obsolètes, trop petits, désuets, et qu'ils ne seront jamais rallumés. Pourquoi pas le dire ? Mais parce que et donner d'autres chances, des reconversions aux salariés. La reconversion de la Lorraine, comme vous l'avez dit, moi ça fait 40 ans que j'en entends parler, il y a eu des succès, il y a eu des échecs. La reconversion de la Lorraine, elle passe aussi par une phase de rebondir sur ce qui est une difficulté, c'est-à-dire la protection de l'environnement, pour mettre en place des process avec de l'investissement qui soient plus protecteurs de l'environnement, et notamment cette affaire de carbone. Vous êtes rapporteur du budget, un de ceux qui travaillent pratiquement chaque jour avec Jérôme Cahuzac. Oui, chaque nuit parfois aussi. Et en nous quittant tout à l'heure, vous allez le retrouver. Tout à fait, oui. Et pour toute la journée. Est-ce que vous le trouvez affecté par ce qui lui arrive ? Mais bien entendu, Jérôme, qui est un homme solide, qui est un homme brillant, Jérôme, il est touché dans son cœur, dans ses tripes, parce que ce qui lui arrive, il l'estime injuste. Et c'est comme vous et moi, c'est un homme qui a aussi sa sensibilité. Mais pourquoi contre lui, comme ça ? Jérôme est brillant. Jérôme, c'est certainement le meilleur ministre du budget que l'on pouvait imaginer pour ce pays. Il connaît tous ses dossiers. Parfois, en politique, c'est pas le pays des bisounours. Parfois, quand quelqu'un a la tête qui dépasse un peu des autres, certains lui tapent dessus. Pour vous, il est innocent. Moi, je ne suis pas apte à vous dire s'il est innocent ou s'il n'est pas innocent. Je suis simplement quelqu'un qui travaille tous les jours avec lui et qui connaît ses compétences. Monsieur le rapporteur, aujourd'hui, tout à l'heure, les députés devraient voter, j'ai dit en douce, vous n'aimez pas, ou en catimini, l'amendement du gouvernement qui crée 2 taxes sur l'immobilier et sur les résidences secondaires. Pourquoi ? D'abord, elles ne sont pas encore votées. On est encore, y compris au moment où on se parle, en train de travailler à des aménagements de ces dispositions. Le but, c'est de financer le logement social. C'est ça qui nous importe. Et pour ça, on a besoin de trouver un peu d'argent. Je vais faire 250 millions. Je vais faire d'autres propositions, juste en vous quittant, à Jérôme Cahuzac, pour qu'on trouve des solutions justes et équitables. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Elkabbach.